Comment est-il possible que notre pensée devienne captive de la propagande poutinienne ? Dans son dernier ouvrage, Penser comme Poutine, une menace pour nos démocraties, publié chez les éditions du Cerf, Viktor Stokowski montre que les plus grandes victoires de Vladimir Poutine n'ont pas été remportées sur les champs de bataille, mais dans nos esprits. C'est en utilisant la trame d'une ancienne doctrine géopolitique française que la propagande du Kremlin a réussi à insinuer dans notre pensée une vision du monde conçue pour nous désorienter, pour nous diviser et pour justifier nos capitulations successives dans la guerre hybride menée par la dictature russe contre nos démocraties. Dans cet épisode d'Entrevue, on vous propose un entretien mené par Anne Collineau avec l'anthropologue Viktor Stokowski. Viktor Stokowski, vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé « Penser comme Poutine, menace pour nos démocraties ». Dans ce livre, vous analysez les discours de nos concitoyens qui reprennent à leur compte les thèses de la propagande poutinienne. Quel était le point de départ de l'enquête présentée dans votre livre ? Le projet de cette enquête est né au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine. Les médias français ont sollicité le jour même l'avis d'experts en géopolitique, leur demandant une explication de cette guerre. Bien évidemment, aucun commentateur n'a approuvé la décision du dictateur russe. En revanche, certains, et pas le moindre, se sont empressés de dire que la responsabilité de cette guerre revenait non pas aux Russes, mais aux Ukrainiens et surtout aux Occidentaux. C'est notre hostilité envers la Russie qui aurait transformé un Poutine démocrate en dictateur belliqueux. L'extension de l'OTAN vers l'Est aurait menacé les intérêts russes. En attaquant l'Ukraine, la Russie ne ferait que se défendre contre une intrusion dans sa sphère d'influence. Certains de nos concitoyens pensent que cette analyse est parfaitement crédible. Est-ce qu'ils ont raison ? Cette analyse est fondée sur des contre-vérités et des paralogismes. Tous les spécialistes de l'Europe de l'Est le confirment. Nous avons donc là une conception qui frappe par son caractère à la fois fallacieux et impudent. J'ai dit impudent car c'est avec beaucoup d'aplomb qu'elle transforme l'agressé en agresseur, tout en accusant les pays démocratiques d'être responsables de la guerre lancée par la dictature russe. Et l'irrationalité de cette conception est saisissante. Et pourtant, elle est jugée crédible par certains politiciens occidentaux, par certains médias et par une partie de l'opinion publique en France. Il y avait donc là quelque chose de mystérieux à comprendre. Dans la façon dont vous présentez les choses, on croit reconnaître une situation typiquement anthropologique. Oui, en effet, l'attention des anthropologues est depuis longtemps attirée par des idées, des usages, des institutions qui leur paraissent étranges et irrationnelles. Afin de les comprendre, l'anthropologue cherche à les saisir à partir du point de vue indigène. Il s'efforce de reconstituer la façon dont ceux qui l'observent conçoivent le monde. Nous croyons tous vivre dans la réalité objective. En fait, nous vivons dans le cadre d'une représentation du monde, collectivement élaborée et transmise dans notre société. Par conséquent, on ne peut comprendre les actions et les idées des gens sans saisir la façon singulière dont ils se figurent le monde. Les anthropologues donnent à ce genre de représentation les noms des cosmologies ou des visions du monde. Le travail sur ces visions du monde a commencé sur des terrains lointains. L'altérité des cultures très éloignées de la nôtre était une énigme qui s'était imposée à la curiosité occidentale longtemps avant que nous n'ayons appris à nous interroger sur l'exotisme de nos propres idées. Comment peut-on être persan ? Faisait dire Montesquieu aux Parisiens de l'époque de Louis XV. Comment peut-on être Poutine ? S'étonnent aujourd'hui les experts qui affirmaient encore hier
que la politique de Poutine n'avait pour eux aucun secret. La question à l'origine de mon enquête était légèrement différente. Comment peut-on être aujourd'hui pro-poutinien en France ? On a l'impression que la réponse à cette question pourrait être très simple. On sait que la dictature poutinienne dispose en France de relais qui reprennent les thèses de Poutine sur ordre du Kremlin et grâce à l'argent du Kremlin. Oui, c'est vrai. Depuis 2014, pour diffuser sa propagande, le Kremlin a secrètement versé au moins 300 millions de dollars à des partis dans une vingtaine de pays, dont la France. De surcroît, certains politiciens français ont fait des déclarations passablement pro-poutiniennes après avoir encaissé, cette fois à titre personnel, d'importantes sommes d'argent. Tout cela est bien connu. Quant à moi, je me suis intéressé à des leaders d'opinion en France qui parlent comme Poutine, non pas parce qu'ils sont à la solde de Poutine, mais parce qu'ils pensent comme Poutine. Ils reprennent à leur compte plusieurs thèses de la propagande poutinienne pour en construire un discours qui, selon eux, participe d'une vision réaliste du monde. Ils persistent sincèrement dans cette conviction, bien que leurs idées s'écartent souvent de la réalité. C'est ce paradoxe-là que j'ai voulu élucider. Adoptant une démarche classique de l'anthropologie, j'ai cherché à reconstituer les postulats d'une vision du monde qu'il faut d'abord adopter pour trouver ensuite crédibles les thèses de la propagande poutinienne. Quelles sont donc les thèses principales que le Kremlin veut imposer aux Occidentaux ? Il y a là en fait deux conceptions distinctes. La première est destinée aux esprits simples et crédules. La seconde s'adresse aux gens qui se croient instruits et lucides. Ces conceptions sont partiellement contradictoires, partiellement complémentaires. Complémentaires dans la mesure où toutes les deux sont fondées sur les postulats d'une même vision du monde. Contradictoires parce que, à partir des axiomes de cette vision du monde commune, elles aboutissent à des conclusions divergentes quant au rapport entre les démocraties européennes et la dictature russe. La première conception donne à voir un tableau assez idyllique de la Russie poutinienne. Son régime politique serait une forme russe de la démocratie. Il veillerait à la préservation des valeurs traditionnelles. La domination qu'il vise à exercer sur la scène internationale est figurée comme émancipatrice. Ces agressions militaires sont décrites comme des opérations de maintien de la paix. Ces invasions de pays voisins sont glorifiées comme des libérations. Quant à l'Occident, celui-ci serait l'image en négatif de cette Russie merveilleuse. L'Occident aurait trahi les valeurs qui assuraient autrefois la cohésion de ces sociétés, le patriotisme, la famille, la religion, le sens du devoir, l'esprit de sacrifice. La seule valeur qui les aurait remplacés est l'argent. Décadent, l'Occident serait devenu à la fois agressif, dominateur et profiteur. Ces élites, motivées par l'appât du gain, livreraient leur propre peuple à la domination américaine. On comprend que cette première conception, où la Russie se pare de toutes les vertus pour prêter aux démocraties tous les vices qu'elle sait être les siens, puisse paraître crédible à ceux qui ignorent tout de la réalité du régime poutinien. Quelle est alors cette seconde conception diffusée par la propagande du Kremlin ? À l'attention des esprits plus sceptiques, qui se croient lucides et réalistes, Poutine garde une autre carte dans sa manche. C'est la théorie d'un machiavélisme partagé par tous les régimes politiques. Sa thèse centrale est que les dictatures et les démocraties sont pareillement viles et manipulatrices. Les unes et les autres seraient toujours dirigées par des oligarchies cyniques. Les politiciens seraient tous semblables,
Corrompus, ils s'emparent du pouvoir pour en tirer un maximum de profit personnel. Partout, ils contrôlent les médias pour tromper le peuple. Motivés par la même aspiration à la puissance, ils s'acharnent tous à étendre leur sphère d'influence et à conquérir de nouveaux territoires. Les différences entre ces deux conceptions sont évidentes, mais il y a aussi des similitudes. Quel est le dénominateur commun de ces deux conceptions ? Ce qui leur est commun, c'est l'objectif qu'elles partagent. Dans les deux cas, il s'agit de déprécier la démocratie. La première conception fait à croire que les démocraties occidentales sont des régimes décadents, à tous égards inférieurs à la dictature russe. La seconde conception présente la démocratie comme une forme inférieure de la dictature, en quelque sorte une forme hypocrite de dictature. Nous, les Occidentaux, nous vivrions sous des régimes politiques qui fonctionneraient exactement comme des dictatures, mais qui refuseraient de les reconnaître. Ce seraient donc des dictatures grimées en démocratie. Vers quelle conclusion le Kremlin veut nous conduire ? La propagande poutinienne cherche à nous convaincre que nous n'assistons pas à un conflit entre les démocraties qu'il faudrait défendre et les dictatures qui nous menacent. Il veut convaincre surtout les Européens, que les régimes politiques sont dégénérés au point de menacer la survie de leur société et de leur culture. Il n'y aurait que le secours de la Russie qui pourrait nous sauver du déclin. C'est ça le message principal de la première conception. La seconde conception, qui présente le monde comme l'arène où s'affrontent les grandes puissances prédatrices, aboutit à une conclusion quelque peu analogue. L'Europe étant faible, sa seule alternative serait ou bien la soumission à l'Empire américain, ou bien la soumission à l'Empire russe. La soumission à la Russie serait préférable, car la Russie défendrait les valeurs traditionnelles dont nous aurions besoin pour rétablir l'ordre et nous sauver du déclin. Dans les deux cas, l'alliance européenne avec la dictature poutinienne, voire l'assujettissement à cette dictature, apparaît comme la seule et unique solution à nos problèmes. Comment ces deux conceptions sont-elles entendues en France ? Il existe en France des milieux politiques et des cercles de l'opinion publique où l'une ou l'autre de ces deux conceptions poutiniennes trouve un écho favorable. À droite et à extrême droite, certains sont sensibles à la fable de la défense russe des valeurs traditionnelles et à la mystification de la démocratie à la russe. À gauche et à extrême gauche, certains continuent à se bercer de l'illusion de la lutte commune avec la Russie contre l'américanisation du monde. Aussi bien à gauche qu'à droite, beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment que le rôle de la France diminue sur la scène internationale. Et selon eux, l'effacement de la France ne serait pas dû à ses faiblesses politiques, économiques, militaires et technologiques, mais à la domination des États-Unis dans tous ces domaines. Ils en concluent que pour retrouver sa place dans le concert des nations, la France devrait œuvrer non pas à se renforcer elle-même, mais à affaiblir les États-Unis. À cette fin, on préconise une alliance entre la démocratie française et la dictature russe. Cette alliance est censée permettre un retour à une configuration quelque peu analogue à celle de la guerre froide, lorsque la puissance soviétique offrait un contrepoids à la puissance américaine. Si l'on parvenait à reproduire cette configuration, la France, en tant que puissance d'équilibre, pourrait devenir à nouveau importante dans l'arène internationale. Ceux qui croient à cette doctrine affirment souvent que nous ne devrions plus nous offusquer des crimes de guerre russes et de ses conquêtes territoriales. Notre indulgence envers la politique du Kremlin
voire notre complicité, serait le prix à payer pour que la Russie puisse recouvrir sa grandeur, étape nécessaire pour que la France retrouve ensuite la sienne. Ainsi, le rêve de la grandeur retrouvée de la France rejoindrait le rêve de la grandeur retrouvée de la Russie. Ce raisonnement peut sembler convaincant et logique. En effet, dans l'hypothèse où chaque pays ne devrait veiller à rien d'autre que ses intérêts, une alliance avec la dictature poutinienne apparaît comme plus souhaitable qu'une alliance avec la démocratie ukrainienne. D'autant plus que l'abandon de l'Ukraine et le rapprochement avec Poutine permettraient de renouer les échanges commerciaux avec la Russie et de rétablir la livraison des matières premières russes dont notre industrie a besoin. C'est la ligne du raisonnement que défend aujourd'hui, entre autres, le Rassemblement national. Ce raisonnement est proche, toute proportion gardée, de la doctrine géopolitique que la diplomatie française mettait en avant à partir des années 1960. Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, la qualifie de consensus gaulo-mitterrando-chiracien. Le problème est que cette doctrine est fondée sur une série de postulats fallacieux. Par exemple, elle présuppose qu'il est possible de rendre les dictatures inoffensives en établissant avec elles des échanges commerciaux. L'expérience de l'histoire nous enseigne pourtant que de tels échanges ont toujours servi à renforcer les dictatures et à leur permettre de développer leur puissance militaire. Si un apaisement se manifestait parfois à court terme, il aboutissait systématiquement à de nouvelles poussées d'hostilité, mais cette fois-ci adossées à des capacités militaires accrues. Un apaisement politique par des concessions territoriales n'a jamais produit non plus les résultats escomptés, ni à Munich en 1938, ni à Yalta en 1945, ni à Minsk en 2014. Toutes les concessions que l'on accorde aux dictatures en échange de promesses de la paix sont interprétées par elles comme un signe de faiblesse, favorisant de nouvelles revendications et agressions. Les démocraties libérales sont disposées à trouver un modus vivendi avec les dictatures. Est-ce que les dictatures ne pourraient pas jouer le jeu et s'engager dans des échanges pacifiques avec les démocraties ? Cela serait possible si les dictateurs pensaient et agissaient comme des politiciens de démocratie libérale. Nos politiciens se plaisent souvent à imaginer que les dictateurs leur ressemblent. On veut croire que les dirigeants russes pensent comme les dirigeants français, italiens ou britanniques. Ils seraient des patriotes russes, soucieux de la sécurité de leur pays et de la prospérité de leur population. On appelle cette erreur l'effet de miroir. Elle consiste à voir dans l'autre un reflet de soi. Cette erreur témoigne de l'incompréhension de la profonde altérité politique, mentale et culturelle des dictateurs, qu'ils soient les Russes, Iraniens ou Chinois. Le dictateur, il faut le comprendre, doit justifier le maintien d'un régime qui n'assure à son propre peuple ni la liberté, ni la sécurité, ni la prospérité. La justification est toujours la même. La dictature serait une réponse à la menace portée par un ennemi extérieur. L'ennemi est le problème, la dictature est la solution. Et l'ennemi, aux yeux du dictateur, est toujours le même, la démocratie. Est-ce que c'est pour cette raison que le dictateur ne peut établir avec les démocraties des relations apaisées ? Oui, c'est parce que la démocratie constitue pour lui un danger vital. Les dictateurs russes ne craignent pas nos armées très amoindries. Il ne craint pas non plus l'OTAN déchirée par ses contradictions internes. Alors, de quoi a-t-il peur ? Le dictateur a peur de l'idéal que nos démocraties symbolisent, parfois à défaut de l'incarner vraiment. Il a peur de l'idéal démocratique
parce qu'il sait que cet idéal fascine son propre peuple. Au fond, c'est de son peuple que le dictateur a vraiment peur, de ce peuple qui ne les soutient pas mais qui courbe l'échine tant que le dictateur parvient à les terroriser. C'est parce que Poutine a peur du peuple russe qu'il cherche à détruire l'Ukraine, pays où le peuple est parvenu à renverser un régime dictatorial analogue à celui de Poutine. Poutine veut convaincre les Russes que toute révolution antidictatoriale dans cette partie de l'Europe doit se terminer dans les sangs et les larmes de ceux qui ont osé défier un tyran. Est-ce aussi pour cette raison qu'une paix durable entre les démocraties européennes et la dictature russe reste improbable ? Et j'en suis convaincu, cette paix est improbable parce que l'existence même des démocraties sur le pourtour de la Fédération de Russie est pour Poutine un défi et une accusation. Un défi à cause de l'idéal démocratique qu'elle représente, une accusation car la prospérité des démocraties européennes rend criante l'incurie économique de son propre régime. Hubert Védrine, que vous citez dans le livre, affirme que nous sommes obligés de trouver un modus vivendi avec la Russie, car la Russie, que cela nous plaise ou non, restera notre voisin. Ce serait une observation de bon sens, purement géographique, avant d'être politique. En apparence du moins. Mais quand Védrine dit Russie, il sous-entend dictature, comme si la Russie devait rester à tout jamais une dictature. Les discours sur l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, sur l'arrimage de la Russie à l'Europe, présupposent qu'il est possible d'arrimer aux démocraties une dictature. Certains ne comprennent toujours pas qu'en nouant les échanges, non pas avec la Russie, mais avec la dictature russe, on affaiblit la Russie et on renforce la dictature russe. Si l'on voulait vraiment arrimer la Russie à l'Europe, il faudrait commencer par favoriser la démocratisation de la Russie, au lieu de favoriser, comme nous le faisons depuis un demi-siècle, le maintien de la dictature russe. S'il est une donnée géopolitique incontournable, ce n'est pas l'existence prétendument éternelle d'un régime dictatorial en Russie. C'est plutôt les conflits inéluctables entre la dictature russe et les démocraties européennes. À long terme, ce conflit ne peut trouver que deux solutions, soit la démocratisation de la Russie, soit l'autocratisation des pays européens. Comment éviter que cette seconde solution ne l'emporte ? Premièrement, il faut prendre conscience du caractère inévitable de la confrontation entre les démocraties européennes et la dictature russe. Confrontation ne veut pas dire un conflit armé. La dictature russe ne souhaite pas nécessairement envahir l'Europe. Elle cherche à la diviser, à l'affaiblir et finalement à l'assujettir politiquement. Deuxièmement, il faut comprendre que l'offensive contre les démocraties a déjà commencé. Et c'est sur le terrain des idées que se livre sa première bataille. Certains prétendent que nous n'avons rien à craindre de la Russie, car les chars de Poutine sont encore loin de nos frontières. Cela est vrai, mais les idées de Poutine ont déjà franchi nos frontières. C'est parce qu'elles forment une vision cohérente du monde que ces idées peuvent séduire. C'est parce qu'elles disposent de relais à l'intérieur de nos sociétés qu'elles parviennent à pénétrer dans nos esprits pour nous désorienter, nous diviser et justifier nos capitulations successives face à la dictature russe. Il ne nous suffira pas de nous réarmer militairement si nous nous laissons désarmer intellectuellement. La guerre contre les démocraties commence toujours dans nos esprits. C'est donc dans nos esprits qu'il faut d'abord ériger les défenses de la démocratie. Vous montrez que les idées de la propagande dictatoriale peuvent s'insinuer dans nos esprits parce que la vision du monde qui les porte a toutes les apparences de la vérité.
Cette vision du monde semble avoir fait récemment un nouveau converti en la personne du président des États-Unis. Donald Trump parle désormais comme un dictateur et agit comme un dictateur. Il a fait sienne la vision poutinienne du monde et il l'assume ouvertement. Trump et Poutine auraient-ils compris une vérité dont l'évidence nous échappe, à nous qui sommes peut-être trop naïfs et pas assez réalistes ? La question de la vérité de cette vision du monde ne se pose pas dans l'absolu, contrairement à la question de savoir si la Terre est plate. Sans être vrai au sens objectif, et le risque de devenir vrai si tous les responsables politiques de tous les pays se persuadent que le monde doit être impérativement organisé selon de tels principes. S'ils consentent à abandonner les efforts pour construire les rapports internationaux en accord avec les droits et la morale, en vue d'une coopération avantageuse au grand nombre. Il s'agit donc d'une vision potentiellement autoréalisatrice. Elle peut devenir vraie à la condition que la majorité l'accepte comme une fatalité. Si la majorité se persuade que la Terre est plate, la Terre ne va pas changer de forme. Par contre, si la majorité se persuade que la politique internationale est toujours l'arène d'une inévitable lutte des forces brutes pour la puissance, l'influence et le profit, tous se mettront à agir conformément à ces principes. Et dès lors, nous ne vivrons plus dans le même monde. C'est à l'édification d'un tel monde qu'œuvrent incidemment tous ceux qui pensent comme Poutine. Pour rappel, le livre « Penser comme Poutine, une menace pour nos démocraties » est disponible en librairie. On mettra en description toutes les sources citées dans cet épisode. Merci à Anne Collineau, chargée de recherche CNRS au Centre Alexandre Coiré, et à Victor Stokowski, directeur d'études de l'EHESS au laboratoire d'anthropologie sociale. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt sur Entrevue, le podcast du laboratoire d'anthropologie sociale.